Alors, le syndicat du Centre-Ouest a deux ressources assez importantes sur ce département. Donc une partie qui est sur Beaulieu, ici présent à Échiré, avec des forages, et puis une autre partie sur Allonne, donc la source de la Cadorie, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, avec toutes les deux en eau profonde, mais par contre une nappe un peu plus profonde ici sur la partie d'Échiré, Beaulieu où on se trouve, et un peu plus superficielle sur la partie d'Allonne. Et ces sources donc, sont altérées différemment l'une de l'autre, et donc on a besoin de trouver les moyens d'améliorer cette qualité et de trouver une bonne qualité qui aujourd'hui est quand même encore acquise sur ce territoire-là, mais donc on doit absolument dans le temps arriver à tenir, à maintenir pour les populations. Donc la démarche ressources à l'échelle Nouvelle-Aquitaine a été initiée donc, dans les années 2000, suite au constat des problématiques de captage et la fermeture de 400 captages d'eau. Et donc la nécessité a été évidente de devoir protéger ces captages et donc de par cette protection-là mettre en place des actions préventives locales et territorialisées pour faire en sorte que reconquérir la qualité de l'eau ou en tout cas éviter sa dégradation. Alors il y a deux niveaux de partenariat. On va dire qu'il y a le partenariat à l'échelle régionale, donc à l'échelle supra, où là cela rassemble donc les agences de l'eau, la région Nouvelle-Aquitaine bien entendu, l'État évidemment, et puis après des acteurs qui sont les acteurs du monde agricole et les acteurs du monde associatif. Et puis après il y a l'échelle plus vraiment locale, où là on a les producteurs d'eau potable qui ont cette compétence de distribuer et de fournir l'eau potable. Et puis les acteurs, là encore plus locaux, mais du monde agricole, donc les organisations professionnelles agricoles, les associations environnementales également. L'Agence de l'eau, c'est un établissement public de l'État qui est indépendant. Son rôle, c'est d'accompagner les politiques publiques de gestion de l'eau pour qu'elles contribuent à l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau. Pour ça, son action elle est cadrée par, on va dire, trois grands documents. Le premier, c'est l'état des lieux écologiques des masses d'eau, qui va préciser les différentes contraintes qui s'appliquent à la fois sur l'eau qu'on retrouve dans les rivières ou dans les nappes phréatiques. Ensuite, il y a le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui précise les enjeux prioritaires auxquels les politiques de l'eau doivent répondre. Et enfin, il y a le programme d'intervention de l'Agence de l'eau qui précise les règles et les modalités selon lesquelles on va accompagner les politiques publiques de gestion de l'eau. Le rôle de l'agence dans un processus de concertation, en l'occurrence celui du programme ressources porté par le SECO, c'est de participer en tant qu'agence technique et financière et donc d'apporter à la fois des éléments techniques qui pourraient nourrir la réflexion des acteurs et du SECO et de s'assurer que la stratégie de territoire qui est construite et le programme d'action soient conformes aux documents que je viens d'évoquer. Les enjeux que l'on traite dans le programme ressources du SECO, ce sont des enjeux de protection de la qualité de l'eau au captage d'eau potable. Nous sommes à côté de Niort, dans une région où il y a beaucoup d'activités agricoles et en l'occurrence une dominante de production de grandes cultures. C'est une activité qui nécessite d'avoir recours à des intrants de nature chimique ou de nature organique pour la fertilisation et la protection des cultures. Et ce sont des molécules qu'on va retrouver, azote et pesticides, au niveau des captages d'eau potable. Il y a donc deux enjeux auxquels répondre. Le premier, un enjeu de protection des écosystèmes, mais surtout un enjeu de protection de la santé humaine, puisqu'on travaille avec une collectivité productrice d'eau potable. Donc voilà, je suis vice-président de cette structure, syndicat des eaux du Centre-Ouest, depuis déjà plusieurs années, plusieurs mandats même, et c'est vrai que j'ai toujours eu du temps et de la volonté de travailler dans l'eau parce que je trouve que c'est un élément important pour l'être humain, mais aussi un élément qui est beaucoup surveillé. Et donc on a besoin aussi d'avoir une sécurité pour tous nos abonnés et tous les habitants qui peuvent vivre ici. Donc c'est vraiment une impulsion de vice-présidence sur cette ressource et trouver les moyens ensemble sur le territoire pour aboutir à des fins de qualité d'eau les meilleures possibles. La concertation que l'on a fait ici était différente, elle était innovante, donc ça a permis aussi de rebooster tout l'ensemble de cohérence et de permettre à tout le monde d'être accompagné sur le territoire. Donc ça a vraiment aussi impliqué plus les élus, plus les techniciens, plus les agriculteurs, plus un ensemble de personnes. Donc ça, c'était un élément important qui, à mon avis, peut être reconduit dans d'autres contrats ressources. Et je pense que ça a vraiment été une marche
pour ce syndicat-là, pour le syndicat des Centres-Ouest, justement de retrouver une dynamique plus importante, quoi. On était sur un contrat ressources qui avait, je dirais, une légère horizontalité. Et maintenant, on sent que par le fait, on a fait une marche supplémentaire. Et j'espère que tout ça va permettre de porter ses fruits. Dans le premier diagnostic du territoire en 2009, le syndicat des eaux du Centre-Ouest a initié son premier contrat territorial en 2011 jusqu'en 2016, puis de 2017 à 2021. Et le troisième a débuté en 2022. Au terme d'un contrat territorial, on dresse un bilan évaluatif qui apporte des enseignements pour se projeter dans un nouveau contrat qui sera élaboré en concertation avec les acteurs du territoire. Tout a commencé par la demande du client qui était dans une phase contractuelle importante avec un enjeu de resignature du contrat territorial ressources, donc avec une échéance claire et à suivre. Et l'idée, c'était de rassembler des personnes qui avaient des points de vue différents, des enjeux différents sur les stratégies et en même temps qui aspiraient à la même chose. Donc il y avait cette double contradiction ou ce paradoxe de, en fait, on sert le même intérêt et le même élan, c'est-à-dire la protection de l'eau, qui est le cadre du contrat. Enfin, c'est l'élan c'est la motivation du contrat. Donc à la fois servir cette intention de respect, qualité de l'eau, et en même temps une divergence de comment on y va en fait, comment on fait. La méthode, c'est le paradigme Ariane. Le monsieur qui a inventé ça, qui s'appelle Olivier de Ronceret, est quelqu'un qui a parlé d'aller vers une écologie de l'action. D'accord. Donc, et ça a une vocation, à piloter ou à se piloter dynamiquement dans des situations complexes. Donc le pilotage dynamique, c'est quoi? C'est la capacité à évoluer dans un environnement un peu complexe, un peu tumultueux, et à y être efficace, à optimiser son énergie et à le faire d'une manière où on y trouve du sens et on y prend du plaisir. La vision sur le temps long, la stratégie temps long est cohérente de la manière dont j'organise les choses et est cohérente des actes quotidiens. Quand nous, êtres humains, on détecte que l'environnement il est intègre, on peut donner le meilleur de nous-mêmes. Une fois qu'on sait ça, comme le contexte il bouge tout le temps, il faut toujours réaligner soit le temps long, soit le temps intermédiaire, soit le temps court. Et moi, de manière générale, je me sers de ça pour faire du pas à pas dans la gestion de projets complexes ou dans la gestion de transformation d'organisation ou de projets. Donc du coup, l'idée c'était de disposer d'un temps particulier pour que les gens se rencontrent, échangent ensemble de manière entendable, accessible, pour trouver des stratégies aussi ensemble et qui soient OK pour tout le monde. Et donc, on a utilisé ce qu'on appelle le cadran d'évaluation du paradigme Ariane, qui est un cadran qui va lire le temps de 4 manières différentes. On l'a lu selon 4 axes. 1, ce qui est valide, ce qui est vrai. Probablement que, de mémoire, je vous donne un exemple, l'envie d'y arriver, c'est quelque chose de valide et que tout le monde avait envie. 2, ce qui est obsolète, donc ce qui est dans le passé et plus utile, qui est vrai mais dans le passé, qui ne nous sert plus. 3, ce qu'on appelle ce qui est anticipé, c'est tout ce qui est en gestation, on aimerait bien l'avoir mais on n'a encore rien commencé. Et 4, ce qui est en émergence, qui va dans le bon sens, d'accord, mais qui n'est pas encore au niveau de validité. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui avait été mené au préalable par les équipes de Pierre Méry était très émergent. Ils avaient créé un espace de dialogue, ils avaient créé un espace de confiance. C'était un modèle qui parlait beaucoup à la communauté. Pourquoi? Parce que pour eux, le valide, c'est ce qui était à l'été, donc c'est ce qui était à l'époque de la moisson. L'automne, c'est ce qui était l'obsolète, je veux dire, c'est ce qui était à l'automne, donc le moment où ils s'arrêtent de travailler. L'anticipé, c'est le temps de l'hiver, le moment où en fait la nature se repose et reprend des forces. Et le printemps, c'est le moment où les premiers pieds commencent à lever, c'est le moment de l'émergence. Donc en fait, le modèle leur a très rapidement parlé. Et puis après,
les gens se mettent, on a disposé la salle en cercle parce que le protocole de l'outil de l'évaluation dynamique est circulaire, donc on le met aussi en cercle et on se rend compte qu'en cercle, quoi qu'on fasse et quel que soit le protocole, on partage le même point commun qui est le centre. Et c'était vraiment l'intérêt aussi de l'outil, c'était partager un point commun. Voilà les 3 points essentiels de mon point de vue, c'est l'impulsion du leader, la manière dont il a de faire gouvernance, après la neutralité dans l'animation et puis la possibilité de pouvoir tout exprimer. Et une fois qu'on a ces 3 critères, voilà, on embarque quoi. Et après on est dans l'instant présent à sentir les signaux faibles, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui aurait envie de se dire, qui ne se dit pas, laisser l'espace pour ça, de sécurité, de confiance, qui fait que les gens, et ça passe par, quelle que soit la personne en fait, ça passe à un endroit où voilà, ça atterrit et c'est exprimé par un individu. La CNV, donc c'est la communication non violente, qui est un processus qui a été mis au point par Marshall Rosenberg. C'est la toile de fond. La CNV, là où elle est intéressante, moi je trouve, sur ces outils-là, c'est que elle nous donne en permanence la conscience que quand quelqu'un dit quelque chose, il y a un besoin sous-jacent. Voire même, il y a 2 besoins simultanément ou 3 besoins simultanément chez une personne qui sont parfois en conflit. D'accord ? Donc parfois, les gens qui sont en difficulté pour témoigner dans un groupe, c'est qu'eux-mêmes ont un conflit. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose de très important à dire et en même temps, par exemple, ils ne veulent pas heurter le groupe. Oui. Et donc ça va me donner un peu une forme de confiance dans le fait que la personne, quand elle dit quelque chose, c'est ce que disait Coluche, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Mais en fait, elle est complètement légitime à penser, à dire ce qu'elle pense au moment où elle le dit. Mais peut-être qu'il y a à l'aider à la traduire. Et la deuxième chose où moi je trouve la CNDV particulièrement intéressante, à mon sens, notre plus grosse erreur, c'est que c'est comme si le changement il était déjà planifié et il n'y a plus de place à la vie, il n'y a plus de place à l'émergence. Donc en fait, tout l'enjeu dans une transformation, c'est de se dire l'ambition est à cet endroit-là, de s'autoriser éventuellement à ce que le chemin me révèle un petit peu une ambition différente, voir à ce que mon ambition puisse mourir, et de faire du pas à pas avec les gens, parce que la confiance, elle naît dans le fait que simultanément les gens se rendent compte qu'on avance, et en même temps du fait qu'ils ont leur mot à dire, et que ce n'est pas un chemin qui est complètement contrôlé. Donc après, chaque groupe de personnes a pris en charge la responsabilité d'une direction de mouvement. Une fois l'objectif partagé de la cible et que tout le monde est clair sur le sujet, en fait, il y a 2 grands temps majeurs. Il y a un premier temps qui s'appelle poser un champ informationnel, donc poser de la data, en fait, poser de l'information statique. Donc c'est comme sur une photographie, ok, chacun va y mettre sa couleur. Donc on dépose que de la couleur, on n'est pas dans le mouvement, on dépose de la couleur. Et la deuxième étape, c'est ok, une fois qu'on a cette information, cette data et cette photo, comment ça bouge en fait? Qu'est-ce que ça dit? Toute cette data, qu'est-ce qu'elle raconte comme mouvement possible? Toujours par rapport à l'objectif. Donc une fois que ces 4 grandes directions sont vues et il y a de la convergence, c'est-à-dire que c'est clair pour tout le monde, après c'est ok, ça ne suffit pas d'avoir une stratégie d'action, c'est comment on fait. Donc du coup, les personnes se sont réparties parce qu'il y avait quand même un certain nombre de participants. Donc on propose aux personnes de s'organiser par sensibilité par rapport au mouvement. Donc dans le Kité, ça parle plutôt de ça. Alors moi, je me sens plus, c'est d'une part plus mon cœur de métier, d'autre part, j'ai plus l'affinité, donc je vais me positionner là-dedans. Donc chaque participant s'est positionné en fonction de son expertise métier, professionnelle, de sa sensibilité, enfin selon ses critères à lui ou à elle. Après, il y a comment vous voulez le faire et qu'est-ce que vous faites concrètement. Et quand vous êtes sur l'action concrète, est-ce que c'est toujours aligné avec ce que vous avez identifié comme « ok, ça va servir de ça ». Donc après, chaque groupe de personnes a pris en charge la responsabilité d'une direction de mouvement.
Si on revient à ce cadran qui peut paraître un peu conceptuel au premier regard, mais si on regarde un groupe de gens, on va avoir ceux qui vont toujours regarder parce qu'ils ont un intérêt à regarder ce qui est valide, ce qui est vrai, ce qui est au service. D'accord ? On peut même se dire que les majorités en place ont plutôt intérêt à faire ça. Puis on va avoir des gens qui vont avoir tendance à regarder ce qui ne va pas, ce qui n'est pas adapté, ce qui est périmé, ce qui n'est pas au service de l'objectif qu'on poursuit. D'accord ? Puis on va avoir ceux qui vont être peut-être un peu plus utopiques, qui vont regarder vers quelque chose qui n'est absolument pas manifesté, qui ne se passe pas, qui serait bien d'avoir, mais qu'en pratique on n'a pas. Et puis vous avez ceux qui sont déjà un petit peu dans l'action et qui aiment regarder ce qui émerge parce que c'est ça qui les anime, c'est ça qui les fait parfois frétiller ou voilà. Et quand ces 4 personnes-là ou ces 4 groupes regardent à un endroit différent du temps et qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de regarder la même chose avec différentes lunettes, ils ne sont pas d'accord. Donc en fait, ce que va permettre le cadran, ça va être de regarder l'objectif selon des moments du temps différents, parce que c'est vrai que par rapport à un objectif, il y a des choses qui sont vraies et valides, il y a des choses qui sont plus adaptées, il y a des choses qui seraient bien d'avoir et qu'on n'a pas encore du tout, et il y a déjà des choses qui sont un petit peu en émergence. Et que quand je comprends ça, eh bien en fait, j'arrête de lutter pour mon idée, mon projet préféré, ma manière préférée, mais je rentre dans qu'est-ce que j'ai sous les yeux. Et donc, une fois que je partage ce que j'ai sous les yeux, qui n'est pas fait exclusivement de ma vision des choses, et bien là, je peux commencer à imaginer, transformer et mettre en mouvement tout ensemble. Et en fait, on va avoir 4 verbes d'action bien choisis entre chacun des cadrans. Et c'est ce passage du champ d'information à ces actions qui génère l'engagement dont je parlais tout à l'heure, d'une manière dont, je dois l'admettre, je n'ai pas encore compris pourquoi ça marchait aussi bien. La concertation là, qui a eu lieu sur le SECO, c'était assez original par rapport aux autres concertations auxquelles j'ai pu participer. Déjà, c'était sur des journées entières, avec un temps de repas le midi, donc il y avait aussi une partie, on va dire, un peu conviviale. Et du coup, ça permettait aussi une meilleure cohésion entre les acteurs, d'avoir aussi ces temps d'échange un peu plus off. Donc, mettre ça sur des journées entières, c'était plutôt une bonne idée. Après, ce qui sortait aussi un peu de ce qu'on a l'habitude de faire par ailleurs, c'était en début et en fin de concertation, on avait des temps un peu de centrage ou de recentrage où on exprimait un peu notre état d'esprit ou notre état physique aussi. Est-ce qu'on arrivait à la concertation en étant fatigué parce qu'on avait eu une semaine un peu compliquée ou en étant serein? Donc il y avait comme ça des temps d'expression où chacun pouvait dire dans quel état il se trouvait. Et puis avec aussi des temps de concentration, de recentrage pour se préparer au travail. Donc ça peut être un peu déroutant aussi, mais c'est ce qui sort de l'ordinaire par rapport à d'autres types de concertation. Donc la phase de concertation initiée par le syndicat des eaux du Centre-Ouest a été une forme un peu nouvelle sur la construction d'un contrat territorial, du fait que, de par les animateurs et la méthode utilisée, ça permettait à chacun, et ça obligeait chacun finalement à s'exprimer pour dire ce qu'il pouvait penser de ce qu'on pouvait mettre à l'intérieur d'un contrat territorial. De plus, ce qui était intéressant, c'est que la composition même du groupe de réflexion invitait finalement tous les acteurs, alors que ce soit des financeurs comme l'Agence de l'eau, des structures plus techniques comme les organismes professionnels agricoles, mais aussi des gens de la société civile, des agriculteurs. Donc ça permettait d'avoir vraiment un regard et surtout un échange entre les acteurs, parce qu'on était finalement un cercle qui représentait un peu tout le monde, mais suffisamment peu nombreux pour pouvoir avoir des échanges vraiment directs les uns envers les autres. Après, il y a aussi l'aspect travail en petits groupes, donc en
en cercle restreint, où finalement la prise de parole elle est facilitée et chacun est amené à prendre la parole. Donc ça incite l'implication de chaque acteur, quel que soit son rôle, on va dire, dans la démarche. Tout le monde peut prendre la parole comme il le souhaite, comme il l'entend. Il est écouté aussi du reste du groupe et la parole, elle tourne entre chacun. Et avec aussi des définitions de rôle au sein du cercle, pour dire qui est le script, qui va être le rapporteur au cercle, on va dire, d'un niveau supérieur. Et ça aussi, ça permet une meilleure implication des différentes personnes. Donc, et on rapportait comme ça à des cercles plus grands, petit à petit. Et ça fait aussi toute l'originalité de la démarche. Donc il y a toute une osmose qui s'est créée autour de ça. Et vraiment, tout le monde apporte son élément. Chacun parle et on ne coupe pas la parole à l'autre. C'est vraiment un esprit d'ouverture à chacun. Et vraiment, on a trouvé là, entre le moindre abonné, entre l'agriculteur, entre l'élu, entre les techniciens, on a trouvé là une osmose qui permet d'avancer. Donc voilà, on est vraiment dans cet esprit-là. Les programmes ressources, ce sont des programmes d'action volontaire de protection de la qualité de l'eau au captage. Donc, l'Agence de l'eau voit d'un bon œil le pari du SECO d'avoir créé un réel temps d'échange entre les partenaires et de les responsabiliser via une pratique de gouvernance où ils sont amenés à être actifs, notamment via le fonctionnement en cercle. Cette concertation, elle a donné lieu à un mode de gouvernance qui s'est voulu innovant. Et cette innovation, elle se traduit au niveau de différents types de cercles. Donc on a un premier niveau de cercle qui va concerner ce qu'on appelle les cercles de terrain, donc composés d'agriculteurs, de techniciens et de citoyens. Ces cercles, ils ont pour but de traiter des thématiques bien particulières identifiées lors de la concertation. Alors on peut citer le cercle de diversification de l'assolement, le cercle matière organique et vie du sol, le cercle sur les cultures à bas niveau d'impact pour la ressource en eau. On a également un cercle axé sur la communication et on a intégré le cercle des citoyens de l'eau qui existait déjà auparavant. Ces cercles de terrain, ils ont pour but de faire émerger des propositions par les participants. Et au sein de chaque cercle, on a une personne qui est second lien, qui est le porte-parole de ces cercles. Et elle va diffuser les propositions à un cercle de niveau 2, qui est le cercle de convergence. Le cercle de convergence, il est composé d'une quinzaine de personnes qui ont participé à la concertation, qui sont parties prenantes du contrat, donc qui vont étudier les propositions faites par les cercles de terrain et vérifier l'alignement de ces propositions avec l'esprit du contrat territorial. Une fois que ces propositions sont éventuellement retravaillées et retenues, elles sont relayées au cercle de niveau 3 qui est le comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est l'instance décisionnelle du contrat. Il se réunit 2 fois par an pour valider le programme d'action échu et le programme d'action de l'année suivante. Voilà. Les membres du comité de pilotage, ce sont des représentants d'institutions, de financeurs, de services de l'État, de la profession agricole, avec les organismes de la professionnelle agricole, que sont la Chambre d'agriculture, les coopératives et les négoces, des représentants d'agriculteurs, et ainsi que des représentants d'associations de protection de la nature ou de consommateurs. Et puis on invite également toutes les collectivités qui sont concernées par les territoires. Donc à la fois la concertation et puis l'organisation ensuite est une démarche plutôt atypique par rapport aux autres contrats ressources au niveau de la région, quoi. Cette organisation en différents cercles de parole ou de travail, moi je l'ai que sur les bassins versants, que sur le bassin versant du centre-ouest. Elle existe, à ma connaissance, pas sur d'autres zones en Nouvelle-Aquitaine, en tout cas. Et donc ça, c'est une innovation en termes d'organisation du travail, quoi, au niveau de la méthode de travail.
Suite à la phase de concertation, nous avons construit un programme d'action qui reflétait un petit peu ce que chacun avait pu apporter comme brique pour la construction de cette espèce de maison et de ce projet. Et du coup, ce qui était important aussi, c'est d'avoir un regard sur la réalité de ce qui s'était passé par rapport à ce qu'on avait pu proposer. Et là, dans ce cadre-là, ce qui est intéressant dans ce contrat-là, c'est la mise en place d'un cercle de convergence qui est en fait un sous-cercle du cercle qui a eu construit à l'origine le contrat territorial. Et donc dans ce cercle, pareil, on est suffisamment peu nombreux pour avoir des échanges directs, ce qui n'est pas le cas quand on a cet organe un peu institutionnel qui est le comité de pilotage, où on est vraiment trop nombreux et où on a vraiment très peu d'expression des personnes. Je prends un exemple là d'un aspect un peu atypique de la démarche, c'est le fait au sein des cercles, du cercle de convergence, de choisir une personne ou une structure qui est chargée de rapporter le travail du cercle, on va dire au niveau supérieur, au cercle supérieur, en demandant à cette personne de poser sa casquette de structure, donc de ne pas parler en son nom propre, mais de parler pour l'ensemble du cercle et de faire remonter du coup au cercle de convergence ou au comité de pilotage le travail qui a été effectué au niveau inférieur. Et ça, c'est assez atypique et intéressant parce qu'on ne le retrouve pas dans d'autres démarches-là, ce rôle de rapporteur qui est donné à une personne qui intervient en tant que personne et pas en tant que structure. Alors, suite à la concertation, on a contacté tous les agriculteurs via les mails avec notre newsletter pour demander à toutes les personnes qui voudraient de venir participer à ces différents cercles. Et comme ça, on a eu plusieurs inscrits et chacun s'est mis sur là où les thématiques qu'il souhaitait bosser. Et donc, ça peut se transformer soit sous forme d'expérimentation individuelle, où on va accompagner les agriculteurs soit avec de l'achat de semences, soit avec des analyses de sol plus poussées, etc. etc. Sinon, il y a d'autres thématiques qui vont être sur la matière organique où les cercles vont être plus collectifs, où ça va plutôt être des formations où on fait intervenir des experts agronomes, où on va parler du sol, des couverts végétaux, de différentes pratiques agronomiques. Par exemple, sur le cercle de la matière organique, on va pouvoir parler des couverts végétaux, on peut parler de la vie et la fertilité dans les sols, les micro-organismes, les bactéries, les champignons, quels sont leurs rôles, etc. Comment interpréter une analyse de sol, etc. Les agriculteurs gagnent à venir à nos cercles, c'est avant tout en connaissance sur les cercles où on va organiser des formations, mais sur des cercles où on fait des expérimentations, ils gagnent, c'est un partage de la prise de risque. Comme on vient financer des semences ou des analyses, ça leur coûte moins cher à tester une nouvelle pratique, etc. Dans les cercles, nous, animateurs, on se positionne uniquement comme facilitateurs et comme animateurs pour faciliter les échanges entre les différents membres du cercle, mais c'est vraiment les membres, les participants de cercle qui sont force de proposition, qui proposent les thématiques, qui choisissent les thématiques et qui décident quand est-ce qu'on a atteint un objectif ou non. Le cercle se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord, il y a une phase d'interconnaissance des différents membres. Du coup, c'est un travail qui est hyper important et qui facilitera derrière la libre expression de chacun. Il y a aussi un temps d'inclusion qui est proposé, où là, chaque membre est invité à prendre un petit temps, dire dans quel état d'esprit il vient et s'il a des attentes particulières vis-à-vis de la réunion qui va se dérouler. Ensuite, on a vraiment notre phase de travail où on va amener une proposition et chaque membre est invité à rebondir sur la proposition donnée de façon à arriver à
pas forcément la meilleure proposition ou la meilleure solution, mais en tout cas celle qui convienne au plus grand nombre. Le mode de fonctionnement en cercle est efficace puisqu'on va arriver à une solution ou une action qui plaira au plus grand nombre. Et en fait, à la fin de la réunion, on sort avec une grande décision ou plusieurs décisions à appliquer et à mettre en place ensuite, nous, dans notre quotidien d'animateur, animatrice du programme ressources. Je suis agricultrice avec Charles sur l'exploitation familiale, Guec-le-Chiou, La Chapelle-Bâton. On est donc 2 associés, un salarié, sur une exploitation de 300 hectares avec des vaches allaitantes en race limousine. La ferme est composée aux 3/4 à peu près d'herbes, c'est-à-dire prairies permanentes et temporaires. Notre débouché principal, c'est la vente directe vers le magasin de producteurs. Plaisir fermier, Mendès France à Niort. Et pour l'herbe, on a un séchoir de foin en grange qui nous permet d'avoir un foin haut de gamme du 1er janvier au 31 décembre. Donc on prend soin des prairies et évidemment de l'eau qui va avec, d'où le travail qu'on fait avec le SECO régulièrement. Alors du coup, ça se met en pratique avec une phase de concertation où du coup, il y a eu la création donc, de cercles de travail. On a travaillé avec la partie bas niveau impact et la partie communication. Donc on s'est partagé les tâches avec Charles et après du coup on fait le relais l'un et l'autre. Et ça se traduit avec des réunions avec d'autres producteurs, mais surtout des entreprises dans le para-agricole. Voilà, donc c'est riche en échanges, c'est très constructif, ça nous permet d'expliquer ce qui se passe dans les fermes, ce qui est réalisable, ce qui n'y est pas. Et en face, du coup, ils sont demandeurs de ces informations-là. Évidemment, tout ça, c'est mené par le SECO. Et ça donne une réunion très efficace, chacun sa parole, c'est concis. Et à la fois, il y a un temps qui est donné pour développer, on apprend à se connaître, chacun a la liberté de parole et il y a des décisions qui sont prises à la fin du cercle. Donc en fait, je m'organise pour pouvoir me libérer, pour y aller, et je sais que derrière, il y aura des décisions de prise. Et déjà, ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans mon travail d'agricultrice, parce que comme beaucoup de métiers, on a une multitude de tâches à faire. Et là, en fait, j'y vais avec un objectif qu'il y aura des décisions de prise. Et c'est le cas. Le mode cercle, c'est très bien, en fait, parce qu'on était plusieurs je dirais, organismes, hein, que ce soit organismes para-agricoles, les agriculteurs, tout ça. Et en fait, le fait d'être en petit comité aussi, c'est super, on peut bien échanger et tout. Surtout, ce qui fait plaisir, c'est que dans le monde agricole, des fois, on a le sentiment qu'on nous impose des choses. Et là, le fait d'être concerté, rien que le fait de penser à nous déjà, après on écoutait ou pas écouter, mais au moins le fait d'être concerté, ben, ça nous fait plaisir, ça nous rassure. Et on a l'impression de participer un petit peu quand même au changement et aux nouvelles choses. Et voilà. Donc ça, c'est toujours intéressant. On se sent plus impliqué et on a envie après davantage d'adhérer à la démarche. Quelque chose qu'on nous impose, en fait, bon, le monde paysan il est un peu comme ça, quand on nous impose quelque chose, on commence à regarder de travers déjà. Donc là, bon, quand on a l'impression que c'est nous qui l'avons un petit peu mené, bon, c'est plus facile, déjà on a plus de motivation. C'est une bonne ambiance et il y a beaucoup d'échanges. Ouais. On voit des réunions des fois où ça va être un peu conflictuel, des choses comme ça. Là, on est vraiment dans des réunions de travail où tout le monde s'écoute, où même si on n'est pas tout à fait d'accord, c'est vraiment dans l'échange. Et ça, c'est super, quoi, parce que bon, voilà, il peut y avoir des échanges à des fois qui sont compliqués. Là, dans ce cercle-là, c'est vraiment, on est là pour faire avancer, en fait. On n'est pas dans les oppositions, on est dans une opposition d'idées et c'est très bien, quoi.